Bonsoir Céline Calvez. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche, élue dans les Hauts-de-Seine et vice-présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Au moment où l'on se parle, Emmanuel Macron est en train de lancer la 36e édition des Journées du patrimoine en Seine-et-Marne. Demain, plusieurs institutions sont fermées pour des raisons sécuritaires. Est-ce que quelque part la fête est gâchée par ce risque ? Bon, ça laisse quand même 17 000 monuments qui s'ouvrent à la visite du public. Ça a commencé dès aujourd'hui, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron lance, mais en fait dès ce matin, et moi j'y étais à Clichy dans ma circonscription, où on a déjà le patrimoine mis à l'honneur qui était ouvert aux scolaires. Ça a été aussi le cas au ministère de la Culture qui a accueilli des scolaires aujourd'hui même. À Paris, la Cour des comptes, le ministère de l'Agriculture, la Recherche, la préfecture sur l'île de la Cité seront fermés. Il y aura des restrictions de circulation et de manifestation aussi sur plusieurs périmètres. N'était-ce pas plus simple au fond si le risque est si important d'annuler tout simplement ces journées du patrimoine ? Les Journées du patrimoine, chaque année, et depuis 36 éditions maintenant, sont attendues. On se souvient d'avoir vu des files d'attente pour rentrer à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale, dont j'ai vu d'ailleurs les préparatifs aujourd'hui pour accueillir un maximum de visiteurs. Non, en fait, on continue. Par contre, on assure la pleine sécurité et des personnes et des bâtiments. À l'Assemblée nationale, d'ailleurs, il y a des préinscriptions comme à l'Élysée. Le risque est avant tout sécuritaire ou c'est un risque d'image ? On ne veut pas de gilets jaunes traversant, par exemple, les pas perdus. En fait, dans l'Assemblée, ça fait déjà plusieurs années que vous avez aussi un renforcement de l'accès, que ce soit pour la fête de la musique l'année dernière où il fallait se préinscrire. Je pense aussi que pour l'accueil et des visiteurs, c'est bien aussi de s'inscrire. Cette fois, le préfet de police à Paris, Didier Lallement, a prévenu que 7 500 policiers et gendarmes seraient déployés en plus de toutes les mesures de préinscription, d'interdiction de manifestation, etc. Est-ce qu'il fallait annuler d'autres manifestations, la marche pour le climat par exemple, ou celle contre les retraites, pour épargner les forces de l'ordre ? Est-ce qu'il faut choisir ces causes ? En fait, ce sont des causes quand même qui sont importantes, qui concernent les Français. Donc nous, à chaque fois, la vraie attention que l'on a, c'est de pouvoir laisser s'exprimer ceux qui peuvent s'exprimer, laisser vivre des expériences, mais il faut faire des choix. Donc s'il y a un renfort et un déploiement de forces de sécurité supplémentaires, on assume que ces expériences, ces manifestations auront lieu, mais en toute sécurité. Quitte à assumer le reproche qui vous est fait par et les Gilets jaunes et les organisations de gauche d'astreinte, disent-ils, finalement... entrave dramatique, voilà, c'est ça le terme, entrave dramatique au droit de manifester. Mais justement, en fait, nous avons plusieurs personnes qui veulent manifester le même jour, dans les mêmes zones, au moment où un événement exceptionnel comme les Journées du patrimoine le font. Donc forcément, on est obligé de concilier tous les aspects, mais en ne niant pas du tout le droit de manifester aux uns et aux autres. Et est-ce que vous craignez, malgré ce dispositif, qu'il y ait des débordements, de la casse, comme on a pu le voir le 1er mai dernier à Paris ? Bien, de la casse, on en a eu, c'est vrai. Moi, je compte sur l'intelligence de chacun pour comprendre que, notamment par rapport à ces journées du patrimoine, lorsque l'on casse du patrimoine, on casse ce qui nous réunit. Et donc, il y a forcément ce respect. Et le patrimoine, c'est le patrimoine des grands monuments, mais aussi notre patrimoine commun. C'est aussi ce qui fait notre mobilier urbain. En fait, ça fait partie de ce que nous tous, nous finançons. Et ça coûte de l'argent, hein, le patrimoine et sa restauration. 22 millions récoltés grâce au loto l'an dernier. Le loto spécial, c'est un succès, 22 millions. C'est un succès. Et puis, on est quand même aussi, avec cette invention du loto du patrimoine, à essayer de trouver quelles sont les meilleures manières de pouvoir financer les restaurations d'un patrimoine. Le patrimoine, ça a un coût, mais c'est aussi un formidable investissement. On sait que c'est un levier formidable d'attractivité, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les communes plus rurales. Et donc, quand on peut trouver d'autres solutions, c'est plutôt satisfaisant. C'est-à-dire qu'il y a le soutien public, des formes de subventions aux restaurations, on peut trouver le loto du patrimoine, et puis moi aussi, et et toutes les réflexions qu'on a pu mener autour de Notre-Dame ou autour des monuments qui sont en péril dans nos circonscriptions, c'est de voir comment on pouvait impliquer le public, que ce soit un public, le grand public des particuliers, mais que ce soit aussi les entreprises qui, par le biais du mécénat, s'investissent de plus en plus dans les territoires. Donc comment trouver la meilleure manière de générer du financement, c'est aussi
ça l'innovation de financement et l'innovation de méthodologie. J'ai presque envie de vous demander si le privé, au fond, n'est pas plus efficace pour gérer le patrimoine, mais j'aimerais d'abord qu'on écoute Stéphane Bern, journaliste écrivain chargé de la mission du patrimoine, qui expliquait ceci ce matin sur France Info à votre même place. Vous vous rendez compte, avec les COMCOM, les communautés de communes, on a multiplié les strates administratives et du coup, on ne fait plus rien. Quand une COMCOM a 7 églises à sauver, moi, les gens m'appellent en me disant je vais en sacrifier une parce que là, on n'y arrive pas. Et il y a des désirs contradictoires. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes dans les réunions, les gens disent non, on veut d'abord la voirie, puis peut-être d'abord les écoles. Et puis, donc, l'église, elle passe en dernier. Alors que si vous voulez détruire l'église, tout de suite, les gens m'écrivent. Est-ce que ça peut être géré au niveau des collectivités? Est-ce qu'il n'y a pas un millefeuille administratif à revoir aussi avant de pouvoir régler ces questions de patrimoine au niveau des communes? En fait, je pense que chaque communauté de communes, elle peut avoir ses spécificités. Il y en a certaines qui vont affronter énormément de problématiques de patrimoine, d'autres qui vont tirer leur attractivité du patrimoine. Donc, il ne faut pas les en dessaisir. Il ne faut pas les en dessaisir de la Mais en fait, ce n'est pas forcément les en dessaisir. Moi, ce que je crois vraiment, et ce qu'on a pu voir encore ces dernières semaines, c'est qu'on a des solutions qui permettent, par exemple, de faire des établissements de coopération qui ne sont pas forcément calés sur les strates du millefeuille. On peut aussi créer des structures ad hoc qui vont pouvoir intégrer le financement privé, le financement des particuliers. Je pense que là-dessus, par rapport aux besoins, et on s'est rendu compte que le patrimoine n'était pas qu'un centre de coût, et au contraire, qui était un levier, je pense que là, on a de quoi pouvoir inventer d'autres manières de gérer. Mais encore une fois, il faut pouvoir laisser aux différents territoires et aux forces vives la possibilité de s'organiser. Et ça, c'est un vrai levier d'innovation. C'est-à-dire qu'on a un besoin, on a une richesse dans les territoires. Comment on fait pour pouvoir générer le plus de financement? Et vous le disiez un peu dans votre question, c'est la manière de gérer. En fait, il y a peut-être aussi une manière de gérer autrement la restauration et de créer d'autres solutions. Mais on le voit dans le cas de Notre-Dame, avec plusieurs acteurs qui interviennent. Il y a des difficultés à s'organiser, il y a des difficultés aussi à ramener les fonds sur les 850 millions d'euros de promesses de dons. Seuls 10% ont été versés à ce jour. Est-ce que c'est dû à l'éparpillement des acteurs ? Je ne sais pas si c'est dû à l'éparpillement des acteurs. Je pense qu'aussi, il y a des acteurs qui ont pu promettre des dons et qui, finalement, se sont ravisés. On a des cas, par exemple, de communes qui avaient promis des dons et qui, devant, justement, les particuliers et leurs citoyens, s'étaient mobilisés en disant « Mais pourquoi donner à Notre-Dame alors que nous, on a du patrimoine ici qu'il faudrait peut-être restaurer aussi ?» Donc, tout le monde... En fait, l'incendie de Notre-Dame a vraiment été l'occasion qu'on puisse vraiment regarder quel était l'état de notre patrimoine, quelles étaient les solutions à apporter et le devoir d'en inventer sans doute d'autres. Donc sur Notre-Dame, si vous parlez d'éparpillement, moi je veux quand même aussi dire qu'il y avait eu cet élan magnifique de dons. On nous disait voilà, on va arriver à quelques jours à 1 milliard. On avait eu des échanges dans le cadre de notre commission pour dire attention, ne disons pas tout de suite que c'est atteint puisque en fait ça pourrait démobiliser certains et ça a été le cas. Merci Céline Calvez, on attend les annonces du chef de l'État désormais sur le patrimoine dans quelques instants que vous pourrez suivre sur France Info.